Je dois dire que j'ai un immense plaisir à vous présenter devant cette assemblée dont vos intérêts, vos expériences de recherche vous ont fait rencontrer plusieurs membres au cours des voyages sur plusieurs années. Nous avons, malgré notre grande différence d'âge, que je tairai, longtemps cheminé ensemble dans le milieu académique sénégalais et français. La première fois que vous êtes venu dans mon bureau à l'IFAN, vous étiez doctorante et vous ébauchiez un projet de recherche sur les premières diplômées de l'école coloniale entre les années 1920 et 1950 en Afrique occidentale française. Vous étiez là, dans mon bureau, parce que la professeure Catherine Kokri-Votovitch, votre directrice de recherche, vous avait orienté vers moi. Elle-même venait de m'affilier comme chercheuse CRNRS à son laboratoire CEDET sur l'Afrique et le tiers-monde à Paris 7. Quand je vous ai reçu, j'étais à la fois curieuse et intéressée parce que vos questions m'affectaient dans la mesure où j'étais une fille ou une nièce de ces premières diplômées. Vous avez étudié autant les sages-femmes que les institutrices. Vous parliez de ma mère, sage-femme, diplômée en 1936 ou 1937, je ne sais plus exactement, mais vous avez eu son dossier entre les mains. Vous parliez de ses sœurs et de ses amies qui étaient aussi sages-femmes et infirmières. Lorsque vous avez évoqué l'école normale d'industrie de Rufisque, j'ai pensé à toutes les autres tantes à qui, petites filles, nous rêvions de ressembler en grandissant. Elles étaient toutes des modèles de femmes éduquées. Je vous ai spontanément proposé de rencontrer Annette Bay d'Erneville, que nous appelions très affectueusement Tata Annette, et qui le reçoit dans ce musée aujourd'hui. Tata Annette vous a ouvert son monde de logophienne et vous en avez bien profité. C'est à ce moment-là que nous sommes liés d'amitié, devrais-je dire d'affection, à partir de ce premier passage à Dakar. J'ai suivi votre carrière académique exceptionnelle que vous avez menée avec compétence et brio. Et ces mots sont faibles. Vous êtes le produit de ce que l'université française offre de meilleur à sa jeunesse. Vous êtes diplômé de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, de la promotion 1992. Vous avez 20 ans seulement. Dans la foulée, vous préparez et obtenez une agrégation d'histoire en 1996. Vous vous inscrivez alors à un doctorat d'histoire que vous soutenez en 2005, qui porte sur ces diplômées africaines dont vous allez nous entretenir. Je dois dire que cet ouvrage, titré « Femmes africaines et diplômées, une élite auxiliaire à l'époque coloniale, sages-femmes et institutrices en Afrique occidentale française 1918-1957 », sera récompensé par le prix d'excellence de la Fondation Mattei Dogan au cours d'une belle cérémonie à laquelle j'ai assisté. Vous soutiendrez, quelques années plus tard, une habilitation à diriger des recherches, c'est en 2019, avec un ouvrage, Sororité et colonialisme, française et africaine au temps de la guerre froide, 1944-1962, paru en 2002, que vous présenterez la semaine prochaine à la FASTEF. Vous aviez le professeur Babacar Fall de la FASTEF comme membre de votre jury. Vous m'aviez fait l'honneur de participer au jury et j'ai amèrement regretté de n'avoir pu accepter votre invitation en raison d'un conflit de calendrier. Mais tout en étudiant et en passant ces diplômes, vous avez très tôt commencé votre carrière d'enseignement et de recherche dans plusieurs institutions universitaires qui seraient trop longues à énumérer ici. Aujourd'hui, vous êtes enseignante à l'École normale supérieure de Lyon et appartenez au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Mais, comme vous le dites si bien vous-même, durant votre carrière comme chercheuse, comme enseignante et comme directrice de recherche, vous vous êtes investie dans votre institution et dans différentes instances à l'échelle nationale
pour contribuer au développement de l'histoire des femmes et du genre, de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire coloniale de la France contemporaine. Vos deux ouvrages présentés à Dakar sont une belle combinaison d'une thématique sur les femmes et le genre dans un contexte historique de l'Afrique coloniale. À l'École normale supérieure de Lyon, vous donnez un enseignement aux étudiants et étudiantes de l'école, de la première année de scolarité jusqu'au master 1 et 2, mais vous les préparez également à l'agrégation en leur donnant des cours de haut niveau. C'est cette préparation pour les futurs agrégés qui, au fond, est la plus grosse partie de votre enseignement. Vous avez également la direction de nombreuses recherches, vous êtes membre de nos divers jurys, vous participez à des activités de recherche, des publications, des articles, participation à des ouvrages collectifs avec d'autres équipes de recherche, à des comités de publication, des organisations de colloques nationaux et internationaux, et j'en passe. Mais le domaine dans lequel je vous connais le mieux, c'est l'institutionnalisation des études de genre en France, que vous êtes parmi les premières à avoir institutionnalisé. J'en sais des difficultés pour avoir passé 10 ans à Paris 7 et pour avoir eu le plus grand mal à le faire au Sénégal. C'est un discours non entendu. Et la question des femmes, comme le dit le recteur de l'Université de Dakar, en janvier dernier, reste une question épineuse, alors que nous pensons avoir une question de recherche scientifique. En effet, en 2009, vous avez commencé à diriger l'équipe genre et société tout en continuant vos enseignements. Votre équipe a organisé des séminaires, des colloques, une université en 2013, un premier congrès des études de genre en France, organisé à l'École normale supérieure de Lyon en 2014. Vous avez surtout participé à la définition d'une politique scientifique autour du genre et des études des femmes, en évaluation de projets soumis au GIS et de thèses dans le cadre du prix de thèse, et surtout dans les politiques de promotion de la recherche en genre. C'est à ce niveau-là, d'ailleurs, que vous m'avez invité à participer à quelques-unes de vos activités quand j'ai rejoint Paris 7. Je me souviens d'avoir participé au colloque Femmes-Genre en contexte colonial 19-20e siècle, tenu en janvier 2012. Et en 2020, c'était en février, je pense, ou début mars, vous m'avez demandé de prononcer le discours d'ouverture du colloque des féminismes noirs en contexte post-impérial français, histoire, expérience et théorie, qui se tenait sur le campus Condorcet à Paris. J'aurais pu continuer encore plusieurs minutes pour dire quelle a été l'importance de votre carrière. Mais ce que je voudrais surtout dire, pour terminer, c'est outre la profonde admiration que j'ai pour vos savoirs et pour vos compétences, c'est votre profonde humilité. Alors que vous pourriez et vous auriez pu nous imposer un ego démesuré en raison de vos qualifications, mais ce que nous retenons, c'est surtout votre gentillesse, l'attention sincère que vous aimez porter aux autres et votre sens de l'écoute et du partage. Vous partagez sans arrêt vos connaissances, votre savoir, et vous avez une pédagogie particulière qui font que toutes les personnes qui ont travaillé avec vous gardent cette admiration. Je voudrais surtout dire que je ne suis pas sûre que je vous ai assez remercié pour les propos que vous avez tenus à mon endroit lors de la journée de réflexion que m'ont offerte mes collègues de Paris 7 à mon retour au Sénégal. C'était en mars 2008. Vous aviez prononcé des mots qui m'avaient profondément touchée. Et je tiens à le redire. Merci pour qui vous êtes. Merci Pascal. Merci beaucoup. Je voudrais dire que je suis très honorée et très heureuse aussi, et que ce sont des sentiments fort agréables. Je voudrais remercier Madame Awacher, directrice exécutive du musée, Henriette Bathily. Je voudrais remercier à distance Marie-Pierre Mbaye-Méric qui a rendu cette rencontre possible, ainsi que le professeur Babacar Fall, qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui s'en excuse, mais qui a pris l'initiative de cette conférence. Et je voudrais aussi remercier bien entendu toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre possible.
Et bien sûr, après les mots que tu viens de prononcer, Fatou, je voudrais te remercier en particulier, puisque, comme tu l'as rappelé, depuis mon premier séjour à Dakar en 1994, c'est-à-dire il y a presque 30 ans, tu m'as toujours accompagnée et tu as accepté très gentiment d'être à mes côtés aujourd'hui. Enfin, je remercie bien sûr tous ceux et toutes celles qui sont venus aujourd'hui, les plus anciens, les plus jeunes, et qui me font l'honneur donc d'écouter cette présentation. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Des femmes d'Afrique au XXe siècle, de l'école au combat politique », parce qu'au fond, ce sont là mes deux préoccupations de recherche en histoire, donc depuis de nombreuses années. Comme Fatou l'a rappelé, j'étais étudiante la première fois, j'avais 22 ans, donc je suis de la génération des filles, des Legoffiennes en réalité, et j'avais envie de travailler sur l'histoire des femmes en Afrique. Et ma directrice de recherche d'alors, comme Fatou l'a dit aussi, la grande historienne de l'Afrique, Catherine Kokri-Vitrovitch, m'avait parlé dans son salon, d'ailleurs, elle m'avait reçue dans son appartement à l'école normale supérieure, elle m'avait parlé d'une école normale d'institutrices créée par les Français à Rufisque en 1938. Et elle m'avait dit, à ma connaissance, personne n'a écrit l'histoire de cette institution. On connaissait les Pontins, les élèves instituteurs, diplômé de l'école normale de garçons qui avait été créée à Saint-Louis du Sénégal en 1903, comme vous le savez, puis transportée à Gorée, puis à Sébikotane. Mais on ne connaissait pas l'histoire de celles qu'on a appelées ensuite les Rufisquoises et pour les premières, les Legoffiennes. En gros, c'est un peu comme si on avait écrit l'histoire de la moitié des personnes qui sont sur cette photo, puisque cette photo représente les Sénégalaises à l'école normale William-Ponty avec leurs camarades garçons. Et en fait, on a écrit l'histoire des garçons et pas celle des filles. Donc il manquait la moitié de l'histoire et je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai eu envie de savoir qui étaient ces jeunes filles, quelle formation elles avaient reçue, quelle carrière elles avaient faite, comment elles avaient vécu le passage par l'école coloniale, est-ce qu'elles s'étaient engagées en politique. Et en fait, c'est en essayant de répondre à toutes ces questions que j'ai commencé à travailler. Comme l'a dit Fatou, donc ces recherches ont abouti à 2 livres. Celui dont je vais parler plus spécifiquement aujourd'hui, le premier, Africaine et diplômée à l'époque coloniale, donc, qui est le livre issu de ma thèse de doctorat. Le second, Sororité et colonialisme, qui est paru l'année dernière, aborde les choses d'une manière un peu différente, sous l'angle des relations entre les Françaises et les Africaines, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux indépendances. Lorsque j'ai commencé, donc il y a 30 ans, il y avait très peu de recherches qui avaient été faites sur les premières Africaines, en fait, qui étaient allées à l'école française. Mais il y avait quand même un livre qui nous ramène à Annette Mbaye d'Erneville, Femmes africaines. Un livre qui était un livre d'entretien, qui n'est plus si facile à trouver aujourd'hui, qui est un livre d'entretien avec certaines de ses anciennes camarades d'école normale, qu'elle avait mené elle-même, qui sont des entretiens très riches, et qui étaient sortis en 1981. C'est dire si quand même on a commencé à parler de ces femmes, mais de manière, on va dire, encore non visible. Et elle publiait, c'est très symbolique aussi, dans le même livre, le roman de Mariam Abba, que vous connaissez tous, Une si longue lettre. Mariam Abba étant une ancienne institutrice de Rufisque, ce que peu de gens savent encore aujourd'hui, alors qu'elle est une des femmes écrivaines les plus mondialement connues à travers toutes les universités et bien au-delà. Dans ce livre, j'ai re-regardé pour cette conférence, l'éditeur présentait Annette Mbaye d'Erneville comme la présidente de la Fédération des associations féministes du Sénégal, la fondatrice de la revue Awa, revue de la femme noire, qui a été exposée dans ce même musée, et première femme journaliste du Sénégal. Et je me suis dit qu'il fallait que je rencontre cette dame, évidemment, que je ne connaissais pas. Et c'est aussi vers elle que Fatou Sow, comme elle l'a rappelé, m'a orientée lorsqu'elle m'a reçue dans son bureau à l'IFAN, et je me souviens vraiment très bien, alors que c'était il y a 30 ans, de cette première rencontre.
Ma première rencontre avec celle que je me permets d'appeler encore aujourd'hui Tata Annette n'a pas été facile du tout. Et elle aime bien le rappeler. La première réception, elle s'est demandé ce que venait faire une jeune fille blanche française et qui venait écrire l'histoire des premières normaliennes. Mais j'étais très obstinée. Je suis très gentille, mais je suis très obstinée aussi. Et je suis revenue plusieurs fois. Elle n'a pas voulu d'abord m'accorder d'entretien, mais elle m'a demandé des questions écrites. Donc je lui ai laissé une liste de questions sur les normaliennes qu'elle a remplie. J'ai gardé ce document, voilà, elle a rempli de sa main. Puis je suis revenue chercher le document et je lui ai demandé si elle pouvait me faire rencontrer d'anciennes élèves. Alors là, elle s'est dit, bon, peut-être je commence à lui casser un peu les pieds. Elle m'a envoyée chez Marie-Louise Piron-Sceaux, qui est décédée à l'école d'Olivet. Et puis elle m'a envoyée aussi chez Madame Diène Kumba Nyakate, qui m'a reçue aussi à ce moment-là, en 1994. Et donc c'est grâce à Tata Annette, qui est devenue maintenant évidemment quelqu'un de proche, que j'ai pu faire ces premiers entretiens, mais je suis aussi allée, et je trouve que c'est important de le dire, aux Archives nationales du Sénégal, où j'étais encore hier, où j'ai découvert la masse documentaire sur l'école normale de Rufisque. Et c'est à partir de là que j'ai rédigé donc un premier travail, ma maîtrise qui portait seulement sur l'école normale de Rufisque, mais je me suis rendu compte qu'elle était connectée à la formation des sages-femmes à l'école de médecine, qui avait commencé 30 ans auparavant, 20 ans auparavant, pardon, en 1918. Et surtout, je me suis rendu compte que cette école normale était fédérale. Je découvrais à l'époque l'histoire de l'Afrique sous la colonisation française. Et donc, j'ai commencé à faire des entretiens qui m'ont conduit dans 5 pays de la sous-région entre 1997 et 2002. Et au total, j'ai fait donc 88 entretiens avec des sages-femmes, avec des institutrices, dont malheureusement, bien sûr, beaucoup sont décédées aujourd'hui. Alors, pour illustrer ces parcours, hein, vous me voyez ici en juin 2000 à Bamako, avec d'anciennes élèves de l'école normale, et également il y a quelques sages-femmes sur la photographie, lors d'une rencontre donc collective. Ensuite, j'ai mené des entretiens individuels. Et à Bamako, j'avais été reçue par Sira Diop Sissoko. La photographie à gauche date de 2007 et vous voyez à droite Sira Diop Sissoko en haut à droite de la photographie sur une photographie de l'époque de l'école normale. Sira Diop, qui n'est pas une Le Goffienne, elle a connu seulement Germaine Le Goff quelques années, mais elle est sortie diplômée plus tard, a été très importante dans l'histoire de ce travail parce que c'est elle qui m'a transmis le répertoire des anciennes élèves de l'école normale de Rufisque, qui était un travail colossal que toutes les élèves avaient réalisé collectivement, d'inventaire, de listes de promotion, d'origine par pays et de renseignements individuels. Et ce répertoire est un document assez exceptionnel, même s'il est forcément incomplet, voilà. Mais il m'a été très utile. Donc à la suite de toutes ces enquêtes, voilà, je voudrais juste aujourd'hui peut-être revenir sur un peu ce que ces archives et ces entretiens m'ont apporté. Et d'abord revenir sur ce mot, les Le Goffiennes. Hein. Pourquoi appelle-t-on les premières institutrices africaines les Le Goffiennes? Certaines et certains d'entre vous, bien sûr, le savent. Vous les voyez ici, la promotion 1943-1947 à l'école normale, à Rufisque donc, et cette dénomination renvoie, pour ceux qui ne le sauraient pas dans cette salle, mais je pense qu'ils ne sont pas nombreux, au nom de famille de la première directrice de l'école normale, Germaine Le Goff, qui est au centre de la photographie, entourée de son mari, son second mari, Joseph Le Goff, et à droite de sa belle-sœur, qui était en fait la sœur de son premier mari, qui était décédé en 1918, Mademoiselle Offrette, qui était l'enseignante de beaucoup de choses, mais enfin de lettres essentiellement, et qui a aussi beaucoup compté dans la formation des normaliennes. Et devant, c'est son petit-fils, qui a séjourné pendant un temps avec eux à Rufisque. Et donc, ce nom, hein, les Le Goffiennes, est très important parce qu'il montre à quel point cette école a un lien
l'histoire de cette école a un lien particulier avec sa première directrice. C'était un projet des autorités coloniales de créer une école normale d'institutrices équivalente à l'école William-Ponty dans les années 30, et c'est un projet qui a été concrétisé sous le gouvernement de Front Populaire, mais c'est un projet qui a tout de suite été marqué par la personnalité de Germaine Le Goff. Elle en a fait son œuvre, et c'est quelque chose qui est revenu non seulement dans les entretiens, mais qui est aussi présent dans les archives. L'école normale de Rufisque et son œuvre, elle s'est appropriée l'idée et elle a vraiment eu beaucoup d'influence sur la formation dispensée pendant les premières années, puisqu'elle a dirigé l'école de 1938, date de la création, à 1945, date de son retour en France. Germaine Le Goff, et c'est intéressant aussi d'un point de vue historique, est bretonne, et elle est née dans une famille très modeste, dans la région de Douarnenez, en Bretagne. Son nom de naissance très breton, c'était Le Bihan. Et elle a fait l'école normale d'institutrice de Vannes, dont elle est sortie diplômée en 1912. Et elle a enseigné dans les campagnes bretonnes avant de tenter à l'époque, comme le faisaient certains Français, une expérience coloniale. Et elle est arrivée en Afrique de l'Ouest en 1923. Après la Première Guerre mondiale, alors qu'elle était veuve donc, de son premier mari, et elle avait épousé Monsieur Joseph Le Goff. Et elle est donc restée en Afrique 22 ans, bien sûr en revenant en métropole de temps en temps, en étant affectée d'abord au Soudan français. Elle a été la créatrice de la première école de filles de Djenné, dans le Mali d'aujourd'hui, bien sûr. Et dès l'ouverture de cette école, elle est réputée au sein de l'administration coloniale pour avoir un grand succès et arriver à attirer les fillettes à l'école. L'école de filles de Djenné, en 1926, a 155 élèves qui sont, et c'est la plus grosse école primaire de filles de l'AOF. Et donc elle se fait remarquer avec ses succès, et elle obtient de ce fait des postes au Sénégal. Donc elle arrive d'abord au lycée Faidherbe à Saint-Louis, elle enseigne à partir de 1927, puis à partir de 1932 au lycée de Dakar. Et c'est là, dans les années 30, alors que ce projet de créer une école normale d'institutrices est dans les tiroirs, on va dire, de l'administration coloniale, qu'elle se fait connaître en publiant des ouvrages, des textes, en intervenant sur l'éducation des filles africaines. À l'époque, bien sûr, on disait indigènes. Elle publie dans des revues sur l'éducation coloniale féminine et elle s'impose un peu comme la personne ressource pour lancer cette institution avec un projet bien précis. Alors, qu'est-ce qu'elle avait en tête, Germaine Le Goff? Vous la voyez ici, donc le portrait est même devant cette tribune. Donc, à gauche, à droite, vous la voyez lorsqu'elle est revenue au Sénégal en 1972, parce qu'elle a gardé des liens, comme vous le savez certainement, avec ses anciennes élèves, et elle est revenue en Afrique après les indépendances. Mais à l'époque, elle a une vision très claire de ce qu'elle veut faire. Elle a écrit un texte qui s'appelle « Nécessité d'éduquer la femme indigène ». J'ai gardé bien sûr le titre de l'époque. Et elle écrit « C'est un malaise de constater le nombre croissant de jeunes hommes instruits et le petit nombre de femmes éduquées que nous plaçons à côté d'eux. Qui épouseront-ils tous ces médecins, ces comptables, ces employés des postes et quantité d'hommes évolués que nous créons à jet continu suivant les besoins de la colonie ?» Vous voyez qu'on est dans un contexte évidemment de colonisation et que l'objectif de Germaine Le Goff, c'est d'abord de créer ce que l'administration appelle des ménages dévolués, c'est-à-dire donc des personnes imprégnées d'une culture franco-africaine et qui vont participer à la permanence de la présence française en Afrique. Donc ce n'est pas un projet du tout révolutionnaire qu'elle a porté. Ce qui en fait un projet révolutionnaire, c'est ce que ses anciennes élèves en ont fait par la suite. Mais au départ, c'est un projet colonial, c'est un projet d'éducation de bonnes mères, de bonnes épouses, et les choses, ensuite, l'histoire montre que ce projet, en quelque sorte, a été subverti par les jeunes filles qui sont passées par cette institution.
Donc elle a cette idée très précise de créer ces ménages d'instituteurs, d'institutrices. Un premier concours est organisé, alors je ne vais pas vous mettre, il y a beaucoup de chiffres dans mon livre, mais j'ai juste mis quelques chiffres qui sont de toute façon écrits trop petits, mais c'est pour vous dire que tout de suite, en 1938, vous avez 60 candidates qui se présentent pour toute l'AOF. C'était un concours fédéral organisé dans chaque chef-lieu de territoire avec des jeunes filles qui avaient passé leur certificat d'études primaires, qui étaient âgées de 13 à 20 ans. Au début, c'était les critères de recrutement. Ensuite, l'âge a été relevé à 15 ans, parce que 13 ans était considéré comme vraiment trop jeune, surtout pour les jeunes filles qui venaient de colonies éloignées du Sénégal et qui devaient quitter leur famille à un âge quand même très précoce. Et donc, elles ont été 60 à se présenter et 47 ont été admises pour toute l'AOF. Ça me permet d'insister sur le caractère tellement minoritaire de cette génération. 47 pour un territoire qui, à l'époque, autour de 14 millions d'habitants. Donc, elle représente vraiment une minorité. Elle se présente en nombre et elle passe des épreuves de différentes natures, rédaction, orthographe, calcul, sciences. Toutes les copies sont aux Archives nationales du Sénégal. Pour ma thèse, je n'avais pas évidemment fait le travail d'analyser toutes les copies, mais ce sont des textes qui sont assez extraordinaires parce qu'ils sont écrits de la main de ces jeunes filles. Et vous avez les textes de celles qui sont reçues, mais aussi de celles qui sont recalées au concours. Et donc, comme voilà, dans tous les concours de recrutement, on voit les sujets qui ont été posés, les appréciations des correcteurs, etc. Les premières sénégalaises, puisque nous sommes au Sénégal, vous les connaissez, Yvonne Pagès, Anna Sagna, Jeanne Turpin, dont le fils est dans la salle, Monique Baquet, Marianne Derneville, la grande sœur de Tata Annette, et puis voilà, Elisabeth Carlos, Diane Koumbaï Diakité, Marie-Louise K, etc. Beaucoup d'autres. Elles sont 17 du Sénégal à entrer à l'école normale en 1938. Elles ne seront que 56 jusqu'en 1945. Donc toujours ce petit nombre. Et elles entrent dans cette école où elles vont rester 4 ans. 4 ans d'internat avec un retour dans leur famille uniquement pendant les grandes vacances d'été, les 3 mois d'été, avec, bon, pour le Sénégal, évidemment, les familles sont proches, mais pour celles qui viennent du Togo, du Soudan français, du Niger, les quelques-unes, c'est une aventure dont on a du mal, je pense, aujourd'hui à se représenter l'importance, à quel point, voilà, ce que ça peut représenter pour une jeune fille, en plus en pleine Seconde Guerre mondiale, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, de traverser toute l'Afrique de l'Ouest pour rejoindre Dakar. Alors, quelques photos de leur cadre de vie pendant ces 4 ans. Donc c'est un vrai déracinement pour elles. C'est le lycée Abdoulaye Sadji aujourd'hui, à Rufisque. La cour de l'école normale et une institution à laquelle Germaine Le Goff va vouloir imprimer sa marque pédagogique en faisant de sa priorité l'éducation morale des jeunes filles, la transmission d'un savoir pratique, même si elles ont aussi une école annexe où elles s'entraînent à être institutrices, et, je vais y revenir, ce qu'elle appelle la valorisation du milieu africain. Là encore, nous sommes en situation coloniale avec des cadres de pensée qui sont ceux des colonisateurs. Alors, les jeunes filles arrivent dans cette école. Elles en ont un souvenir d'ailleurs assez émerveillé dans les entretiens que j'ai pu faire. Elles se souviennent voilà, d'un lieu qui tout de suite, où elles se sont senties bien, même si les premières années, l'école était encore en construction, c'était le bazar, il n'y avait pas assez d'eau, pas assez... Et puis on était pendant la guerre, 1938-39, la première année encore en paix, mais ensuite... Voilà, il y a eu des restrictions qui se sont appliquées aussi aux normaliennes. Une discipline très sévère, toutes ont évoqué dans nos entretiens le règlement intérieur très strict, les horaires, comme dans tous les internats, avec des activités de vie quotidienne qui étaient très minutées, les heures de réveil, de repas, de coucher, et la surveillance permanente, la distribution de mauvais points, dès qu'on avait une attitude qui était considérée comme non conforme aux règles. Et une anecdote que m'avait racontée, je crois que c'était une ancienne du Bénin, mais que j'ai retrouvée dans d'autres entretiens, c'était le nœud papillon qu'elles avaient sur la tête, qui ne devait pas se coucher, il fallait qu'il soit bien amidonné, bien droit, et s'il était
un petit peu de travers, mauvais point. Donc vraiment, il ne faut pas voir ça voilà, comme des années. Rétrospectivement, les femmes que j'ai interrogées ont un souvenir assez merveilleux de cette période. Mais elles disent aussi à quel point c'était une formation stricte, sévère, difficile, et avec des côtés voilà, qui étaient compliqués à vivre. L'objectif de Germaine Le Goff, c'était de créer ce qu'elle appelle une grande famille. Et donc d'abolir les différences d'origine entre territoires. Alors tout était organisé pour ça. Par exemple, vous voyez dans le dortoir, alors là vous ne le voyez pas, mais ça vous voyez, elle la faisait alterner des jeunes filles originaires de colonies différentes. Donc il ne fallait pas que les Sénégalaises soient ensemble, que les Dahoméennes à l'époque soient ensemble, les Soudanaises, etc. L'idée c'était de créer cette identité à l'époque africaine, qu'aujourd'hui les historiens diraient haofienne. C'était la même chose au réfectoire, où vous voyez là, on voit bien les nœuds papillons sur la tête. Donc un mélange de toutes les colonies, la volonté de favoriser des liens d'amitié et avec un certain succès, en tout cas c'est ce que dit Jeanne Martin-Cissé, donc dont je reparlerai peut-être un peu, dans son entretien avec Annette Mbaye-Derneville, dans le livre que j'ai cité au début. Elle dit « À cette époque, nous étions 26 dans notre promotion. Comme Guinéennes, nous n'étions que 3, mais nous ne parlions pas de Guinée, de Sénégal, de Côte d'Ivoire, nous parlions seulement d'Afrique. Cela est un acte positif que nous devons mentionner à l'actif de l'école normale de Rufisque. Ainsi, nous avons grandi dans une véritable communauté africaine. C'était une grande famille. » Alors, ce discours sur l'amitié et la fraternité est un discours qui renvoie à une réalité, mais qui masque les conflits qui pouvaient avoir lieu, évidemment, entre les jeunes filles, entre des jeunes filles d'origines différentes, de religions différentes, de cultures différentes. Ces conflits-là, ils sont dans les archives. Ils sont dans les dossiers qui sont liés aux affaires disciplinaires. Vous avez aux Archives nationales un certain nombre de dossiers d'affaires disciplinaires à l'école normale qui sont intéressants et dont je parle dans le livre. Mais l'existence de ces conflits qui sont inhérents à toute situation, évidemment, de communauté de vie, ne doit pas masquer aussi les relations très étroites, très amicales, des relations même très sororales, même si le terme n'était pas employé à l'époque, très fraternelles qui étaient tissées entre ces jeunes filles. Alors, en dehors de cette discipline, de voilà, cette éducation morale, il y avait l'uniforme, bien sûr, il y avait des hymnes, des chants par promotion, tout ça visait à créer l'esprit de groupe, et à apprendre à ces jeunes filles ce que Germaine Le Goff, j'aime bien l'expression, appelle leur métier de femme. Sauf que c'est un métier non rémunéré, malheureusement. Mais métier de femme, c'est-à-dire savoir coudre, les travaux d'aiguille, savoir tenir sa maison, entretenir son intérieur. Le français, bien entendu, était imposé. Et là, Germaine Le Goff a réutilisé une technique disciplinaire qu'elle avait expérimentée en Bretagne contre le breton, puisqu'il s'agissait aussi en Bretagne d'implanter le français, qui était la technique du symbole que les instituteurs dans les régions françaises utilisaient. En fait, une jeune fille était gardienne d'un petit objet pendant une journée, et si elle entendait une de ses camarades parler une autre langue que le français, elle lui donnait le symbole. Et paf, l'autre, elle était immédiatement désignée comme ayant employé sa langue maternelle. Donc c'était là aussi une contrainte culturelle de francisation extrêmement forte. Donc une culture tout à fait particulière, entretenue par Germaine Le Goff par ce qu'elle appelait les causeries matinales. Tous les matins avant le début des classes, elle entretenait ses élèves, elles avaient des discussions. Il y avait les chants, il y avait les cours de littérature et Annette Mbaye-Derneville le résumait ainsi en 1994. Par la force des choses, nous nous savions colonisés, mais sans conscience réelle de notre situation. Nous connaissions une France idéale représentée par Germaine Le Goff. La culture européenne me fascinait. Et là aussi, cette finalement double
identités, celles transmises par l'école et puis bien sûr celles que portaient ces jeunes filles avant d'arriver à l'école vont en quelque sorte s'articuler et en faire justement ce que je dirais tout à l'heure, ces femmes de l'entre-deux d'une double culture. Germaine Le Goff maternalise énormément la relation et toutes les anciennes élèves l'appellent Maman Le Goff. Elle-même, dans ses lettres, les correspondances qui ont été conservées parlent de ses filles de Rufisque et même les mamans de certaines de ses anciennes élèves lui écrivent en lui disant « Vous avez été la mère de ma fille pendant 4 ans et pour cela je vous remercie ». Mais vous voyez aussi bien sûr les implications affectives fortes qui sont liées à cette relation. Et en même temps que Germaine Le Goff valorise la culture française, elle ne veut pas que ses élèves oublient ce qu'elle appelle donc leurs origines africaines. Alors africaines en faisant quelque chose de très global, c'est-à-dire en abolissant les différences entre les pays, entre les cultures. Mais ce que toutes les femmes que j'ai rencontrées m'ont dit, c'est Germaine Le Goff nous disait « restez africaine ». C'était son mantra, c'était son obsession. Et pour ça, elle avait aussi des techniques pédagogiques au sein de l'école, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où les jeunes filles, comme sur cette photo, devaient s'habiller en tenue africaine. Et puis, elle avait aussi instauré ce que toutes m'ont raconté, un exercice qui n'était pas du tout dans les programmes. C'est pour ça que je dis qu'elle s'est emparée, elle a fait de cette formation son œuvre. Elle avait créé l'exercice qu'elle appelait de la case. En dernière année d'études, des jeunes filles devaient décorer un bâtiment de l'école à l'africaine et ensuite elles invitaient les professeurs et certaines de leurs camarades à manger. Elles les recevaient en fait comme si c'était leur propre maison. Et cet exercice était noté. C'est pour vous dire que on est dans une institution de formation qui a laissé des traces et qui visait à la fois à faire de ces jeunes filles des emblèmes d'une culture française, de la colonisation française, et en même temps à ce qu'elles gardent leur culture africaine. Alors ça passait aussi par des représentations théâtrales qui étaient données par les élèves au moment des fêtes et des manifestations officielles à Dakar ou à Rufisque. Donc là, c'est un tableau, on voit, les photos sont dans le livre, qui s'appelle Les Mauresques. Il y avait aussi une autre photo, c'est la danse des Coris. Donc elles étaient habillées et dans les années 50, quand l'ébullition politique commence à s'accentuer, certaines des élèves se révoltent contre ce qu'elles interprètent comme une folklorisation de leur culture. C'est pas quelque chose que, voilà, elles ont forcément accepté de faire de manière très volontiers, on va dire, mais ça faisait partie aussi de la formation à Rufisque. C'est pour ça qu'au moment de la mort de Germaine Le Goff, Dienkumba Diakate a écrit dans Le Soleil, le journal, donc le 7 octobre 1946, « Une partie de la Grande Afrique repose à présent en terre des dolmens et des menhirs ». Et elle explique ainsi, elle manifeste ainsi à la fois à quel point Germaine Le Goff a été importante pour elle et à quel point aussi finalement elle a emporté un peu de leur histoire avec elle en Bretagne. Donc au fil de ces années d'internat, ces jeunes filles deviennent les emblèmes féminins finalement d'une culture franco-africaine qui a été pensée par les autorités coloniales et aussi par cette femme française, donc cette institutrice d'élite, disent ses supérieurs. Que vont-elles faire de cette formation, de cette culture? Quelle place va être la leur dans leurs sociétés respectives? Et c'est le dernier moment de ma conférence. Comment est-ce qu'elles sont acceptées finalement en étant porteuses, alors à la fois de leur diplôme d'institutrice, bien sûr, et puis de toute cette éducation transmise à l'école normale de Rufisque. Alors il faut, j'insiste, se rappeler qu'elles furent très peu nombreuses. Donc sur l'ensemble de la période, de 1938 à 1957, il y a eu 294 institutrices diplômées. Un petit peu plus sont entrées à l'école, mais certaines n'ont pas terminé leurs études ou ont été exclues pour différentes raisons. Donc 294 diplômés pour toute l'AOF.
Donc, des jeunes filles qui sont renvoyées soit dans leur territoire d'origine, soit dans d'autres pays pour enseigner dans des écoles de filles ou dans des classes de filles au sein d'écoles de garçons. Et donc, elles sont vraiment, on va dire, elles constituent une génération de pionnières et elles dérangent. Elle dérange, et je vous ai mis cette citation du futur député du RDA, Waisin Coulibaly, que vous connaissez dans un texte 1938 paru dans la revue L'éducation africaine, où il critique le projet de former des normaliennes, où il écrit, le texte est assez long, hein, que sous prétexte que ces femmes gagnent leur vie, elles se permettent voilà, de s'opposer à leur mari et de se dispenser de leurs obligations de femmes. Elles n'acceptent plus la place secondaire qui leur revient dans la famille et donc trop souvent et à tort, elle veut faire comme sa compagne européenne la pluie et le beau temps. Et donc ces critiques hein, qui sont adressées à ces premières normaliennes, à ces premières intellectuelles. On les retrouve bien sûr dans des écrits hein, de jeunes gens de leur génération, mais aussi dans leurs témoignages postérieurs. Hein. Elles m'ont toutes dit, voilà, on nous traitait de femmes savantes, de précieuses ridicules, de tout babesses et de demoiselles frigidaires. Hein, cette expression, les demoiselles frigidaires, qui renvoyait à la fois au fait qu'elles se mariaient tardivement, donc il y avait une connotation un petit peu, on va dire, sexuelle derrière tout ça, mais surtout au fait qu'elles auraient eu un goût du luxe en réclamant des appareils électroménagers, c'est-à-dire un frigidaire à leur mari. Et ce goût du luxe, cette prétention, cette frivolité des premières intellectuelles, ce n'est pas une spécificité aux sociétés africaines, ce sont des préjugés sexistes qu'on retrouve dans toutes les sociétés, mais elles ont été confrontées à ces stigmatisations, à ces préjugés, avec la dimension supplémentaire qui était de vouloir ressembler à des Européennes, parce qu'on est en situation coloniale. Et donc, elles ont dû se tracer leur vie, hein, faire leur chemin dans des sociétés qui, à la fois les admiraient, parce qu'on a aussi hein, des témoignages d'admiration, bien sûr, ou voilà, le désir des jeunes gens de leur génération de les épouser. Hein, donc, elles n'ont pas eu de mal à trouver des maris, en tout cas pour l'essentiel, on va dire, mais aussi ces critiques. Alors, il y a ce portrait dans les archives du Sénégal de Marianne d'Erneville, la grande sœur de Tata Annette, dans la cour de son école dans les années 50. Et j'aime bien cette photographie parce que je trouve qu'elle montre bien ce que voilà, cette jeune enseignante incarne à ce moment-là. Donc, elles ont des marges de manœuvre réduites dans des sociétés où contester la domination masculine est compris comme une trahison des cultures africaines. Et donc, elles sont souvent stigmatisées pour cela. D'autant plus qu'un certain nombre d'entre elles prennent la plume, écrivent surtout sur l'éducation des filles, sur la nécessité d'éduquer les filles, écrivent contre les mariages précoces ou forcés, parfois contre la polygamie, et lorsqu'elles prennent la plume, elles sont accusées de représenter une minorité bourgeoise occidentalisée. Et donc leur discours est mal compris, mal entendu. Alors, quelles ont été leurs réactions ? Qu'est-ce qu'on peut en connaître hein, par rapport à ces critiques? Et là, c'est évidemment beaucoup les entretiens qui m'ont permis de le savoir un petit peu. Elles-mêmes disent qu'elles ont été des femmes très terre à terre, qu'elles étaient passionnées par leur métier d'enseignante, qu'effectivement, elles étaient convaincues que l'éducation des filles était le passeport vers une plus grande autonomie. Ça, il y a, voilà, aucune d'elles, évidemment, n'en a douté. Parce qu'elles avaient bénéficié de la scolarisation, elles voulaient en faire bénéficier le maximum de petites filles. Et elles disent sur la dimension culturelle hein, que ce qu'elles voulaient faire, c'était construire une synthèse entre leur culture africaine, hein, ce qu'elles appellent les valeurs ancestrales ou les bonnes coutumes, et ce qu'elles avaient appris à l'école française. Et donc, il y a chez elles hein, un projet, hein, une vraie volonté de changement social, une vraie volonté de réforme, on va dire,
mais qui n'est pas dans la trahison ou dans le rejet de leur culture africaine. Et ce passage d'une rédaction de Mariam Abba, c'est pas dans une si longue lettre, c'est dans une dissertation, une composition française qu'elle a écrite pendant qu'elle était à l'école normale, qui s'appelle « Ma petite patrie » et qui a été publiée, parce que le texte était déjà d'un niveau littéraire qui a été remarqué. On a blanchi ma raison, mais ma tête est noire, mais mon sang inattaquable est demeuré pur comme le soleil, pur, vierge de tout contact. Mon sang est resté païen dans mes veines civilisées et se révolte et piaffe au son des tam-tams noirs. Et donc, dans ce texte, elle dit, on pourrait dire presque une négritude au féminin, hein, 1947, et dans une si longue lettre, évidemment, vous connaissez le roman, elle fait cette synthèse, en fait, entre son sang resté païen, comme elle dit, et sa reconnaissance aussi à l'égard, bien sûr, de l'école normale de Rufisque et de Germaine Le Goff. Un autre texte, alors c'est pas une Le Goffienne, mais c'est une femme assez extraordinaire, Jacqueline Koulibaly, l'épouse de Joseph Kizerbo, hein, le grand historien, qui écrit, elle, alors qu'elle est étudiante en France, dans une revue, Tam Tam, le bulletin mensuel des étudiants catholiques africains, en mars 1956, donc 9 ans après le texte de Mariam Abba. Elle écrit « Le véritable problème, c'est la recherche d'une synthèse des éléments occidentaux et des coutumes africaines, la recherche d'un moyen d'intégrer l'instruction donnée dans les écoles aux éléments traditionnels de l'éducation familiale. Au fur et à mesure que les Africains, garçons aussi bien que filles, prendront conscience de ce problème, ils comprendront nécessairement qu'il leur faut choisir le meilleur de ce que l'Occident leur apporte et garder ce qui peut et doit être sauvé des traditions ancestrales. » Dans ce texte, c'est un très très long article, elle répond, elle est dans un débat très fort, très virulent avec un homme, un camarade étudiant catholique aussi, africain à Paris dans ces années-là, un débat sur c'est quoi une femme africaine moderne. Et donc vous avez voilà, beaucoup d'arguments qui sont échangés et ces femmes, dans les années 50, ont participé par leur prise de parole à ces réflexions, ces débats qui ne sont pas clos, hein, sur voilà, qu'est-ce qu'on veut promouvoir comme valeur. Donc c'est des femmes qui se sont retrouvées dans leur société, en plus à une époque, les années 50, où les peuples luttent pour l'égalité des droits et pour l'indépendance. Et elles n'ont pas constitué, hein, politiquement, j'en viens à leurs engagements, la base des militantes politiques, d'abord parce qu'elles étaient beaucoup trop nombreuses peu nombreuses pour cela, mais elles ont eu des rôles clés et certaines d'entre elles ont vraiment joué un rôle de leader féminin et ont beaucoup fait pour la cause des femmes malgré les contraintes qui pesaient sur elles. Et donc dans les derniers chapitres du livre, j'ai quelques pages sur leurs engagements associatifs, syndicaux, politiques qui ont été minimisés, voire occultés du côté des historiens, avec cette idée qu'elle ne représentait voilà, qu'une petite élite qui ne s'est pas engagée de manière citoyenne, hein, ce que les archives infirment. Alors, à l'époque, il y avait assez peu de choses quand je travaillais sur les femmes et la politique. Hein. Il y avait le livre d'Henriette Diabaté, qui est une ancienne de l'école normale de Rufisque, hein, Henriette Dagry, qui a été diplômée en 1949 et qui a été une des premières historiennes africaines à publier sur les militantes de Côte d'Ivoire, la marche des femmes sur Grand Bassam en décembre 1949. Et son livre est sorti en 1975. Donc beaucoup plus tard, mais c'était déjà une base pour voir le militantisme féminin. Vous aviez aussi les mémoires d'une sage-femme qui ont été très importantes aussi politiquement, Awa Keïta, Femme d'Afrique, hein, qui est un livre absolument extraordinaire, un peu mieux connu aujourd'hui. Il y a maintenant beaucoup de recherches sur Awa Keïta, mais quand j'ai démarré mes recherches, le livre était peu connu. La vie d'Awa Keïta racontée par elle-même, où elle raconte son parcours de militante du RDA dans l'ex-Soudan français. Et puis, vous avez eu quelques travaux de recherche qui ont été faits ici à l'UQAD
des mémoires de maîtrise dans les années 90 sur les femmes et la vie politique au Sénégal, mais qui n'ont pas été suivies. À ma connaissance, il y a 2 mémoires que j'avais consultées, mais qui n'ont pas été suivies de travaux vraiment plus approfondis sur ces questions. Et puis, on a eu plus récemment les mémoires d'une autre grande militante originaire de Guinée, Jeanne Martin Cissé. Le livre s'appelle « La fille du Milo ». C'est un témoignage sur sa vie à la fois de militante au Sénégal, puisqu'elle est diplômée de l'école normale de Rufisque en 1944. Elle enseigne au Sénégal jusqu'en 1958, et donc c'est une des chevilles ouvrières de l'Union des femmes sénégalaises, bien qu'étant d'origine guinéenne. Et elle raconte tout ça dans son livre, et elle raconte aussi la dimension internationale de son action, puisque Jeanne Martin Cissé a été la première présidente du Conseil de sécurité de l'ONU en 1972. Donc vous voyez, son parcours est absolument fascinant parce qu'elle est née en 1926 dans un petit village de Haute-Guinée, et elle s'est retrouvée en 1972 présidente du Conseil de sécurité de l'ONU, donc une sorte de phénomène d'accélération de l'histoire pour cette génération qui est, je pense, sans équivalent. Elle raconte donc son parcours, mais voilà, en dehors de ces quelques travaux, je parle de l'Afrique de l'Ouest francophone parce qu'il y a eu beaucoup de recherches en anglais sur les anciennes colonies britanniques, sur les femmes en Tanzanie, sur les femmes au Kenya, sur les militantes du Nigeria, etc. Donc voilà, en fait, on a une énorme historiographie en anglais et relativement peu de choses sur les anciennes colonies françaises, alors qu'il y a eu un militantisme féminin aussi très important. Et donc, vous savez peut-être, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille qu'il y a eu un documentaire fait par Diabou Bessane, journaliste ici au Sénégal, qui s'appelle « Les mamans de l'indépendance » et qui donnait à voir aussi cette histoire de militantisme. Un militantisme, comme je le disais, qui n'est pas un militantisme déconnecté de la base pour les Africaines diplômées, parce qu'en fait, elles ont pris en charge les premiers comités féminins, surtout du RDA. Dès 1949, en fait, elles ont été actives dans ces comités. Alors, comme elles étaient instruites, qu'elles pouvaient écrire et parler en français, elles étaient souvent chargées de rédiger les comptes rendus des réunions électorales, mais elles étaient aussi chargées de faire la propagande dans les villages, de distribuer les cartes électorales au moment des élections. Et donc, Awa Keïta raconte ça très bien, mais d'autres aussi m'en ont parlé en entretien. Et donc, elles ont eu un rôle d'intermédiaire, alors certaines dans d'autres pays que le Sénégal. Jeanne Gervais, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui s'est engagée dans le RDA, là où elle était institutrice, donc elles enseignaient et elles militaient en même temps. Et puis en Guinée aussi, elles ont été très nombreuses au sein du Parti démocratique de Guinée. Et je reviens à Marianne Derneville, la sœur d'Annette Derneville, qui a été une militante très active du RDA dans les années, fin des années 40, début des années 50, et au point qu'elle s'est affrontée à l'administration coloniale de manière très violente. Elle aurait, alors il y a tout un dossier dans les archives là aussi, elle aurait giflé un administrateur colonial, et l'administration coloniale lui refuse ses autorisations de déplacement quand elle demande à partir du Sénégal pour aller dans des congrès de femmes à l'international. Et elle est traitée de propagandiste communiste, et à Ziguinchor, où elle est d'abord affectée comme institutrice, mais surtout à Kaolack, elle est réputée pour être une militante farouche du RDA anti-française. Donc ce qui veut dire que l'école normale de Rufisque, qui avait été fondée pour former des jeunes femmes loyales à la colonisation française, le projet a été pas mal subverti par les jeunes filles qui sont passées, au moins certaines d'entre elles. Et donc on les retrouve non seulement comme des militantes de base, mais aussi à l'échelle internationale. Elles sont nombreuses à représenter leur pays à Dar es Salaam en juillet 1962, à la première conférence des femmes africaines qui fonde l'Organisation panafricaine des femmes, ce qui va devenir l'Organisation panafricaine des femmes. Et après les indépendances, certaines d'entre elles continuent à enseigner et d'autres se lancent dans d'autres carrières sociales, politiques,
intellectuelles, deviennent directrices d'école, deviennent universitaires, deviennent écrivaines, journalistes comme Tata Annette, bien sûr, femmes politiques comme Caroline Faye Diop, qui a été la première députée et qui est devenue ensuite ministre sous Senghor. Et donc j'aborde ces relations internationales beaucoup dans mon dernier livre, donc Sororité et colonialisme, qui met l'accent sur les connexions entre ces femmes militantes d'Afrique et leurs sœurs du monde entier, avec des guillemets. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette très très brillante exposition qui m'a remué plusieurs fois. Je n'étais pas logofienne, mais j'étais fille de sage-femme et j'étais nièce d'un amant de Josefienne, des Beng Diakhaté, des voix Diakhaté, Beng, Tata Annette Maïderneville et toutes celles que tu as citées. Et je suis que dans cette salle, entre Madeleine Devez, Penda Sow, les plus vieilles générations, là, ont connu ces femmes qui ont été nos modèles d'excellence. Elles étaient vraiment les premières à occuper des positions dans l'enseignement, dans la médecine, dans l'administration, avec cette force qu'elles avaient pour représenter l'éducation telle qu'elle avait été formulée et telle qu'on pensait le poursuivre. Et ce qui est très important, c'est d'avoir réussi à montrer, au fond, en même temps, leur rôle politique et le début des revendications. La revendication, moi j'écris souvent que la revendication était très importante parce qu'elles étaient les premières à être exprimées publiquement, étant entendu que toutes les femmes africaines dans le monde sur des générations se sont plaintes de la polygamie, de la contrainte sur les femmes, de tout ce qui fait une certaine oppression des femmes. Mais elles ont été les premières à les avoir écrites, même si la contestation reste une contestation où elles sont en fait coincées entre leur revendication et un ordre colonial à renverser. Et quand l'ordre politique indépendant arrive dans les années 60, il était extrêmement difficile pour ces femmes d'être contre ce patriarcat politique des pères de l'indépendance, parce que ce n'était pas le moment. Et au fond, nos oppressions n'ont jamais été au bon moment. Ça arrive toujours après. Non, attendez, on verra bien. Donc je pense que j'ai vraiment beaucoup apprécié la présentation que tu viens de faire. Alors je voudrais laisser la parole à la salle, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Pour beaucoup de personnes dans cette salle qui ont été témoins d'une certaine histoire de ces femmes, d'une certaine histoire de l'éducation des femmes à la fin de l'époque coloniale et au début des indépendances, et toutes ces jeunes générations qui, je pense, ont bénéficié d'avoir des mères ou des grands-mères qui ont été des exemples et des phares pour elles. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été soulevées. Bon, un certain nombre des questions que vous posez, les réponses sont dans le livre, mais je vais en dire quand même deux mots. J'aurais pu vous en parler toute la journée, hein, sans compter le deuxième livre, parce qu'en fait, les questions que vous posez sur le politique sont vraiment au cœur de mon second livre, mais je vais essayer de répondre des questions se recouper. Alors, sur l'engagement politique, d'abord, quand j'ai mis politique dans le titre, pour moi, le politique, c'est quelque chose de très large. Peut-être certains d'entre vous employaient le mot de citoyen. En fait, le politique, c'est pas seulement le politique formel dans des partis, voilà, à des postes politiques, mais c'est aussi ce qu'on pourrait appeler l'engagement social d'une manière générale. Donc, pour moi, ces femmes ont eu un rôle politique au sens, quelqu'un a dit, voilà, elles ont mené pour certaines des combats au sein de leur famille, au sein de leur village, au sein de leur ville pour l'éducation des filles. Pour moi, ça c'est du politique, hein. C'est les féministes qui disent le privé est politique. Bon ben voilà, c'est effectivement pas le politique formel, hein. Et en ce sens-là, effectivement, elles ont été peu nombreuses dans le politique formel, mais très nombreuses dans l'engagement social et très actives dans l'engagement social et citoyen. Alors, pour continuer sur les questions sur leur place sociale à l'international, alors en fait les revendications qu'elles portent dans les années 50, j'en ai mentionné quelques-unes, c'est essentiellement l'éducation des filles.
Donc l'égalité des droits, droit de suffrage, droit d'éligibilité, etc. Le développement, on en parle moins souvent de toutes les structures de santé. Elles ont beaucoup milité pour le développement des dispensaires, des maternités, voilà, des allocations familiales, etc. Et puis les combats contre les coutumes, polygamie, mariage précoce, etc. Et je voudrais quand même dire, mais je le développe beaucoup dans mon deuxième livre, qu'en 1959, à Bamako, il y a eu le congrès fondateur de l'Union des femmes de l'Ouest africain, l'UFOA, qui a été une réunion d'un certain nombre de pays. Il y avait des représentants du Sénégal, de la Guinée, du Mali et, si je ne me trompe pas, du Bénin. Tous les pays n'étaient pas représentés. Mais en 1959, elles font une liste de revendications qui est absolument hallucinante dans son caractère révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle réclame effectivement l'abolition de la polygamie, la fin des mariages précoces et forcés, etc. Et les délégués qui représentaient leur pays à Bamako reviennent dans leur pays, Jeanne-Martin Cissé raconte ça dans ses mémoires aussi, et exposent les revendications du congrès de l'UFOA dans des réunions publiques, etc. Elles se heurtent à une levée de boucliers absolument phénoménale, sur le mode vous êtes des femmes lettrées occidentalisées et nos sociétés ne peuvent pas aller dans le sens que vous promulguez. On est en 59, l'UFOA a 1 an d'existence, elles arrivent à se réunir encore quelques fois, et puis 1960 ce sont les indépendances, et c'est pour répondre à ce que tu disais Fatou, c'est-à-dire que c'est jamais le bon moment, c'est-à-dire que là c'était pas le bon moment, et en 1960 on entre dans une logique de construction nationale où les revendications des femmes sont mises au second plan parce que la priorité, c'est la construction de la nation. Et donc, effectivement, mais pour répondre aux sociologues qui ont pris la parole, ce sont des combats séculaires, ou en tout cas qui ont des dizaines d'années, mais des revendications qui ont été portées, mais qui ont été, d'une certaine manière, un peu étouffées en raison d'autres agendas politiques. Alors, il manque énormément de travaux sur les années 60, dans les pays africains, parce que ça a été mentionné aussi, à partir de 75, décennie de la femme, là, on a des travaux en sociologie, on a des travaux en sciences politiques qui traitent de ces années 75, 85, 95. Mais la période 1960-75 est très mal connue. Il y a un problème d'accès aux archives, et j'étais hier aux Archives nationales, j'ai discuté avec la directrice, Madame Diarra, en lui disant où est-ce qu'on en est du classement et de l'inventaire des archives post-colonisation, et tout ça est toujours en cours et les archives ne sont toujours pas inventoriées. Et tant qu'on n'a pas de documents, on ne peut pas écrire l'histoire. Alors, ça me permet de dire qu'il y a aussi des archives privées qui sont très importantes, et qu'il y a un certain nombre de recherches qui ont été menées dans les pays anglophones à partir d'archives privées de militantes. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est aux archives nationales, toute la documentation officielle, si vous voulez, et puis il y a les archives que les militants et les militantes ont chez eux et chez elles, et cette conservation d'archives privées, elle est indispensable à l'écriture de l'histoire. Sans ça, on ne peut pas écrire l'histoire de ces années-là. Et je crois qu'il y a un véritable défi dans tous les pays africains actuellement sur la conservation de cette documentation, si on veut écrire l'histoire des pays post-1960 de manière voilà, sérieuse, c'est-à-dire avec des sources qui soient à la fois des entretiens, bien sûr, mais les gens disparaissent voilà, avec le temps, mais aussi avec de la documentation privée. Alors, hier, justement, je cherchais aux Archives nationales de la documentation sur l'UFS, l'Union des femmes du Sénégal. Ben, pour l'instant, je peux vous dire, il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé un dossier sur Caroline Diop, mais qui est un dossier de revue de presse, qui est un ensemble d'articles de journaux qui sont parus au fur et à mesure de sa carrière, donc, qui disent des choses intéressantes, mais voilà, il y a un véritable défi là, documentaire pour écrire cette histoire. Donc il y a, voilà, l'international, je ne m'étends pas, mais j'y reviens beaucoup dans le second livre. La question alors intéressante sur est-ce que j'hésite entre l'opposition à la culture coloniale, enfin à la France et leur adhésion. Une autre question a été posée sur finalement leur positionnement et le mien. En fait, moi j'ai essayé en faisant ces recherches de
pas être dans une histoire en noir et blanc, c'est-à-dire qui partirait avec un a priori, c'est-à-dire que j'ai essayé d'écouter ce que me disaient à la fois les documents écrits et les personnes que j'ai rencontrées. Évidemment, on a fait les entretiens en français, évidemment, je suis française, et donc c'est un biais de recherche. J'ai un point de vue qui est situé de par mon histoire, et voilà. Mais j'ai essayé de rendre compte du mieux possible de la complexité de ces positions et de cette double culture en fait qui m'était transmise. Et pour répondre à une question qui a été posée, est-ce qu'elles ont réussi la synthèse? Je pense que d'abord c'est une question très individuelle, je ne vais pas répondre à leur place. Ce qui est ressorti de mes entretiens, c'est une forme de, on va dire, de sérénité identitaire, en tout cas plus forte que chez les hommes. Parce qu'en parallèle à mes recherches, il y a un collègue qui est plus historien maintenant, mais qui a fait une thèse sur les Pontins, et qui a montré, en tout cas, beaucoup plus de déchirement identitaire, beaucoup plus de contradictions intérieures que je n'en ai trouvé chez les femmes. Et je pense que c'est lié à ce que quelqu'un soulignait aussi, l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment chez ces femmes-là d'avoir eu des opportunités qu'elles n'auraient jamais pu imaginer si elles n'étaient pas allées à l'école, fait qu'au final, il y a une forme de reconnaissance envers cette scolarisation qui n'empêche pas la remise en cause de la colonisation et la remise en cause de l'oppression masculine, etc. Mais je pense que la synthèse est vécue de manière plus apaisée peut-être chez ces femmes-là, mais je ne peux pas généraliser non plus, c'est vraiment des questions très, très personnelles. Alors, merci pour votre sur le produit est là et il est bon. Là, j'ai beaucoup aimé la suite des Legoffiennes. Alors, je pense que vous savez qu'il y a eu une association qui a été fondée en 92, la FACMR, la Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémoriale de Rufisque, qui a été fondée, qui a vécu portée par les anciennes, qui maintenant sont décédées, donc je ne sais pas où en est la FACMR aujourd'hui. C'est cette association qui avait rédigé le répertoire dont je me suis servie pour mes travaux. Et donc elle existe. Est-ce que les enfants, petits-enfants de cette génération ont envie de redynamiser cette association, de lui redonner vie, de l'enrichir, ne serait-ce que par la diffusion d'informations qui ne sont que dans les familles en fait, et qui pourraient être rassemblés. En tout cas, dans le livre, j'avais posé des questions, j'ai un certain nombre de pages sur le devenir des enfants de ces femmes diplômées, mais voilà, c'est incomplet forcément à l'échelle de toute la sous-région. La question de... Oui, donc l'UFS, j'en ai parlé, je pense qu'il y a là aussi des recherches à mener à la fois sur la fin de la période coloniale et le début des indépendances, et sur la sociologie de ces femmes. Oui, alors j'ai fait une étude vraiment très sociologique de tout ce groupe. Donc en fait, j'ai rassemblé toutes les informations que je pouvais avoir sur leur origine sociale, géographique, religieuse bien sûr, et donc tout ça est dans le livre pour... parler en deux mots de leur milieu d'origine. En fait, c'est une génération dont souvent les parents étaient déjà allés à l'école française, pour les institutrices en tout cas. Donc souvent, elles avaient des parents qui étaient fonctionnaires de l'administration coloniale, surtout leur père, et parfois leur mère sage-femme. Et donc on a des effets comme ça de reproduction, et le rôle des pères dans la scolarisation de ces filles a été très, très important. Mais par exemple, Awa Keïta, une des premières sages-femmes, son père était agent de santé, avait fait la Première Guerre mondiale, c'était un ancien tirailleur, et quand il est revenu à Bamako après la Première Guerre mondiale, il a décidé de mettre sa fille à l'école. Et donc voilà, c'est des générations comme ça d'auxiliaires, on va dire, de l'administration coloniale. Donc certaines venaient de milieux pauvres, ce n'était pas du tout des élites sociales et économiques. Elles sont devenues des élites de par cette scolarisation, mais en fait, au départ, elles n'étaient pas forcément de milieux très, très privilégiés. Les religions, alors, les fiches de renseignement de l'école normale qui étaient remplies, à mon avis, ont christianisé beaucoup de monde. Parfois même, d'ailleurs, l'école française avait changé les prénoms déjà à l'école primaire, donc c'est difficile d'avoir une vision exacte
de la croyance et des pratiques religieuses de ces jeunes filles, d'autant que l'école était laïque, donc la religion était vraiment... voilà. C'était laïque, mais elles avaient le droit d'aller à l'église une fois par semaine. Les protestantes pouvaient aller au temple, il y avait quelques protestantes, et les musulmanes pouvaient aussi faire leurs prières. Donc c'était laïque, mais voilà, il y avait une tolérance, on va dire, de la part de Germaine Le Goff. Et dans mon souvenir des statistiques, il y avait une majorité de chrétiennes, hein, catholiques et protestantes, mais ça dépendait des pays, bien sûr. Du Dahomey, il y avait beaucoup plus de chrétiennes, et du Soudan français, beaucoup plus de musulmanes. En tout cas, voilà, toute cette sociologie, j'ai essayé de la faire au maximum avec toute la documentation que j'avais. Je vous remercie de dire que ces femmes ont éduqué leurs maris, en dehors d'éduquer leurs enfants. C'est très bien que ce soit vous qui le disiez, mais c'est quelque chose qui est ressorti effectivement des entretiens, parce que voilà, c'est vrai que dans le livre aussi, j'ai un chapitre qui s'appelle les ménages dévolués, donc ces ménages voilà, qui avaient été pensés, mais qui sont devenus des ménages réels, on va dire, avec, moi je préfère dire des couples instruits, des couples de lettrés. Et alors souvent, ça me permet de dire aussi que l'engagement politique, c'est souvent un engagement de couple. Quand il y a, au moment des années 40, là, 45, 50, c'est que souvent hommes et femmes s'engagent ensemble dans la lutte politique. Et donc cette lutte politique, ça passe, comme je l'ai dit, par les partis politiques, le militantisme de base, mais aussi par un discours social de revendication. Qui était vraiment Germaine Le Goff? Ça, c'est une très, très bonne question. Voilà, on ne peut le savoir. J'ai écrit un chapitre sur elle dans un livre d'hommage à Catherine Kokrivitrovitch, justement, où j'avais essayé de rassembler beaucoup de choses. J'y suis allée, elle est rentrée en France en 1945 et elle a acquis une propriété près de Nantes, où je suis allée pour rencontrer voilà, des gens qui l'avaient connue. J'ai rassemblé pas mal de documentation. Et en Bretagne, actuellement, il y a une grosse effervescence autour d'elle avec un projet de donner son nom à une place à Douarnenez. Donc j'ai été contactée, c'est un des services culturels de la mairie qui avait vu mes travaux et qui, voilà, ils ont fait une petite exposition l'année dernière sur Germaine Le Goff. Donc elle commence à être connue aussi en France, alors qu'elle n'était absolument pas connue jusqu'à récemment. Quand je parlais de la Bretagne, c'est parce que c'est quelqu'un qui était confronté à l'idée d'une intégration culturelle. Et donc, ce que je disais sur le symbole, c'est qu'elle était très sensible à la francisation, la question de la francisation, qui pour elle se posait au Sénégal ou au Mali, à Djenné, comme dans les campagnes bretonnes, en fait. Et la question de la culture nationale française était une question à laquelle, je pense, a été sensibilisée comme beaucoup de gens qui vivaient dans des régions à forte identité culturelle. Les Corses aussi, mais bon, il se trouve qu'elle était bretonne, mais voilà, la question de la langue, etc. Et est-ce qu'elle avait une mission précise? Alors, il faut savoir qu'elle voulait aller en AIF. Elle avait demandé, avec son mari, il voulait aller en Afrique équatoriale. C'est ça ça les faisait rêver, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il voulait aller enseigner en Afrique équatoriale. Et sa demande d'affectation en AIF a été refusée et on l'a envoyée à Djenné. Donc au départ, elle n'était pas très contente de cette affectation, mais on ne l'a pas envoyée, on l'a envoyée comme institutrice en fait, pour développer l'éducation des filles. Dans les années 20, voilà, il fallait qu'elle ouvre une école de filles et qu'elle fasse venir les filles à l'école. Son intégration au projet de l'école normale d'institutrice, je pense qu'elle est beaucoup due à sa propre volonté. C'est-à-dire qu'elle a commencé à avoir beaucoup d'entre-gens. Elle a demandé des rendez-vous au directeur de l'enseignement de l'AOF à l'époque, Albert Charton. Elle a fait du lobbying, voilà, comme on dirait aujourd'hui. Elle a vraiment fait du lobbying pour créer une école normale d'institutrice. Parce que je pense que si elle n'avait pas fait ce lobbying, je ne suis pas sûre que l'administration française aurait concrétisé le projet. Et donc, voilà, sa mission, elle se l'est créée, en fait, elle-même, plus qu'elle n'a été missionnée. En tout cas, il n'y a pas de document d'archives, voilà, spécifiant qu'on lui confie cette mission.
Voilà, alors apprendre la morale et apprendre à réfléchir, ben vous avez raison hein, sur la différence de formation. C'est vrai que du côté des filles, c'était vraiment la formation morale qui était privilégiée, même si elles avaient quand même voilà, des enseignements en littérature. Et peut-être quelque chose qui est important à dire aussi, c'est que cette pédagogie a évolué avec le temps, entre 1938 et 1957. Après Germaine Le Goff, elles ont eu des cours d'anglais, elles ont eu des cours de sciences SVT, on dirait aujourd'hui sciences de la vie et de la terre. Elles ont eu une formation intellectuellement plus exigeante dans les années 50. Mais répondre justement à une question, quelle est l'importance de cet enseignement et de la recherche? En fait, dans nos pays et dans nos universités, nous en sommes encore à nous battre pour que la question des femmes ne soit plus une question épineuse. Et ça, je le répète, parce qu'au mois de janvier, hein, il y a eu une conférence organisée par la Faculté des Lettres sur l'Afrique face à son devenir. Enfin, une conférence importante hein, où des thèmes avaient été traités. Il y avait une question des femmes, bien sûr, mais beaucoup d'autres questions en histoire, en philosophie, en culture et autres. Et on nous avait invités avec d'autres de mes collègues pour le discours d'introduction. Alors, le recteur a parlé le premier. Et j'avoue que j'ai sursauté quand il a, pendant un quart d'heure, dit « Mais c'était bien, vous allez relever le niveau de la recherche en histoire, en sciences, politique. » Et puis après, il arrive en disant « Ah, j'oubliais, il y a cette question épineuse des femmes. » J'avoue que j'ai été choquée parce que 20 ans après qu'on se batte pour que la question des femmes, alors je ne sais même pas la question du genre, hein, juste les études des femmes soient introduites sur le campus, on en sent encore un recteur qui est notre chef à nous toutes et à nous tous, disent que, ah oui, d'accord, c'est bien, mais ah oui, il y a une petite question là, il ne faut pas l'oublier, hein, mais elle est tellement épineuse que c'est difficile. Et c'est ça le problème qui existe sur nos campus, qui existe dans l'académie. Parce qu'il y a non seulement une difficulté à faire admettre et concrétiser les études des femmes, mais on a également extrêmement de difficultés à juste engendrer les sciences sociales en Afrique. C'est-à-dire faire comment, quand on fait de l'histoire, quand on fait de la géographie, de la philosophie et des sciences politiques, comment intégrer cette dimension des femmes, cette dimension de ce qu'est la moitié de la société et ses contributions qui font des importantes pour qui nous sommes et ce que nous devenons. Et ça, alors on a de temps en temps un... Bon, je vais juste raconter une anecdote. Quand Awa Thiam, en 1986 ou 87, a proposé de donner un cours, elle avait demandé un cours qui a été rejeté, mais on lui avait offert un poste. Donc de son poste de chercheur à l'IFAN, elle a commencé les travaux. Puis j'ai entendu l'histoire et un jour je rencontre le recteur Nian à l'époque, qui m'avait eu à l'oral du bac en maths, donc que je connaissais bien parce que c'est l'ami de mes grands frères et autres. Alors quand j'ose lui demander, mais recteur, pourquoi est-ce que tu as refusé que Awa Thiam fasse un cours sur les femmes, parce qu'elle avait tout un programme extrêmement intéressant. Elle m'a dit, mais tu sais ce qu'elle nous a proposé? Elle m'a proposé de faire un cours sur l'anthropologie des sexes. Tu imagines, moi, à l'assemblée de l'université, proposer un cours d'anthropologie des sexes. Et moi, insolente, après j'ai eu honte, j'ai dit, mais recteur, ce n'est pas un cours sur la copulation, c'est simplement un cours. Il m'a dit, ah, vous les féministes? Il m'a tapé, il m'a donné une tape sur la tête, et puis il a refusé son cours, il est parti. Mais à ce moment-là, il n'y a pas eu de cours. Et quand j'ai proposé quelques mois plus tard, parce que j'avais été enseignée dans un cours de Human Studies aux États-Unis, je trouvais ça intéressant, quand j'ai proposé, on m'a offert un cours le samedi matin, de 9h à midi, pour donner un cours en études des femmes. Et Bama Silla, qui était une de mes étudiantes, c'est bien que vous étiez très peu nombreux, mais c'était un cours transversal. Mais c'est un cours que mes jeunes collègues à l'époque, Mamadou Diouf, Ibn Diagne, Souleymane Bachir Diagne et Amita Diaw Cissé, m'avaient dit, bon, on va le faire.
Alors, je donnais un cours transversal, mais un cours gratuit, qui était samedi matin de 9h à midi. Mais j'ai réussi quand même à capter l'attention des étudiants. Ils sont venus tous les samedis. Ils sont venus, et puis quand même presque 2 semaines avant les examens, ils m'ont dit, bon, madame, maintenant, il faut qu'on aille vers le sérieux, quoi, parce que nous avons des examens à passer. Et donc, ça a pu. Et quand en 2000, j'ai proposé de faire un cours, mais Rocher peut elle raconter l'histoire, parce qu'elle était là, je n'ai jamais... Alors, j'ai proposé en 2002 un programme, même pas un département, juste un programme transversal où on puisse enseigner la dimension, les gens, la critique féministe, ou je ne sais plus trop quoi, qu'on m'avait permis d'enseigner sur, au fond quand même sur plusieurs années, quand je voulais officialiser qu'il y ait vraiment un cours où on puisse faire intervenir des juristes, des économistes, des psychiatres, des personnes en sciences. On est le 29 juin 2023. Je n'ai jamais, avril, oui 2023, oui avril, je n'ai jamais reçu de réponse à ce courrier que j'avais déposé chez le professeur Candy, qui a mis en relation avec, j'ai oublié son nom, quelqu'un qui était le vice-doyen. Je n'ai jamais reçu de réponse. Mais quand même, le programme a eu lieu. Et je sais que la première, bon, j'étais en France à ce moment-là, j'étais à Paris 7, mais à la première réunion, le rapport que j'ai reçu, il y avait une question qui était, est-ce qu'un conseil femme peut être féministe? Et la réponse avait été non. Mais Rocher, qui est là, pourra certainement me raconter comment ça s'est passé. Il y a eu un cours, il y a eu un programme qui était un programme doctoral, alors que l'idée que j'avais, c'était que tous les étudiants, entre 2 et au moins 6 mois de formation à la question du genre, parce que des économistes en avaient besoin, des historiens en ont besoin, des médecins en ont besoin. Bon, mais ce programme... Alors après, il y a eu... Alors bien sûr, après, il y a eu des centres qui ont été formés. Fatsa Arso a créé ce centre à l'IFOR. Fat Diop Sall à Saint-Louis a créé un institut sur le genre. Mais ça reste des programmes un peu fermés. On n'a pas vraiment généralisé la notion et la programmation pour qu'on ait de plus en plus de travaux sur les femmes, sur l'histoire des femmes, sur leur contribution, mais surtout que tous les travaux, que ce soit en droit, que ce soit dans d'autres matières, aient à un certain niveau une dimension qui peut satisfaire toutes nos curiosités et qui montre effectivement que les femmes sont partie intégrante de cette société. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est vous pouvez. Ah, il faut lui donner un micro, parce que je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Tu vas donner une réponse? Oui. Voilà. C'est pour ça que je t'ai interpellé pour que tu donnes la réponse, parce que la réponse ne veut plus. Voilà, merci infiniment d'être venu partager avec nous ces moments de réflexion. Waddle, waddle.